Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Je vous propose de découvrir en images tout de suite le sommaire de cette émission. Nous commencerons bien sûr par revenir sur l'actualité la plus brûlante, cette prise d'otage au supermarché de Trèbes. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique et le terroriste de 26 ans a été abattu par la police. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce type d'attentat? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui ne sont pas mises en œuvre et qu'il faudrait mettre en place? Nous en parlerons. Nous reviendrons aussi sur la prestation de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, hier soir sur TF1. Il s'est défendu vigoureusement après sa mise en examen dans le cadre d'un financement présumé par la Libye de sa campagne présidentielle, celle de 2007. Nous reviendrons aussi sur la situation du président de la République actuel, Emmanuel Macron, qui baisse à nouveau dans les sondages. Est-ce qu'il doit lâcher du lest face au mouvement social qui s'est illustré hier par ces manifestations à Paris et dans toute la France? Nous vous demanderons votre point de vue sur ce sujet et puis nous parlerons de Paris. La capitale a pris ou est en train de prendre ou réfléchit à prendre deux initiatives. Rebaptiser une rue de Paris qui s'appelle jusqu'à présent la rue Alain, du nom du philosophe dont on a découvert à la publication de son journal intime qu'il avait tenu ou écrit en tout cas des propos antisémites. Et puis la transformation des documents d'état civil parisiens qui désormais comporteront les mentions parent 1 et parent 2. On commence évidemment par l'attentat, par la prise d'otage, attentat on peut le qualifier ainsi aussi, qui a eu lieu à Trèbes ce matin. Je vous rappelle le dernier bilan connu, 3 morts, 1 mort ce matin à Carcassonne et 2 autres morts, un employé du supermarché de Trèbes où le terroriste s'était retranché et un client qui a été également tué, 3 blessés par ailleurs. Écoutez, ce premier point sur l'affaire, il était donné cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était sur place. Le terroriste s'appelait Redouane Lagdim. Il avait 26 ans et était connu pour des faits de petite délinquance, mais nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation. Il est passé à l'acte brusquement alors qu'il était déjà surveillé. Alors, vous pouvez bien sûr nous donner votre point de vue sur les différents sujets que nous allons traiter avec le hashtag point de vue, hashtag Figaro Live. Alors, pour cette prise d'otage, je pense que d'abord on peut commencer par rendre hommage aux forces de l'ordre, et notamment à cet officier de gendarmerie remarquable qui a pris la place d'un otage et qui a été gravement blessé dans l'assaut cet après-midi. On peut aussi s'interroger sur le profil du terroriste donc, qui a été abattu par les forces de l'ordre. C'est un franco-marocain de 26 ans qui était connu pour des faits de petite délinquance, qui était fiché S, mais le ministre de l'Intérieur l'a reconnu. On ne pensait pas qu'il était radicalisé. Est-ce que, face à ce genre de profil, il y a des décisions qu'il aurait fallu prendre et qui n'ont pas été prises? Lucille Schmid, quel est votre projet là-dessus, votre position, et l'actualité me fait penser que j'ai oublié de présenter les invités pris par cette actualité très chaude. Donc Lucille Schmid qui est avec nous, qui est coprésidente de la Fondation Verte Européenne. On a aussi le plaisir d'accueillir ce soir Véronique Reissoult, la présidente de Dentsu Consulting, Daniel Bilalian, journaliste et ancien directeur des sports de France Télévisions, et Hervé Nathan, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Lucille Schmid, je reviens vers vous pour cette première question. Est-ce qu'on peut éviter ce genre d'événement en traitant différemment le terroriste compte tenu de ce qu'on connaît de son profil? Moi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que Gérard Collomb ait dit les choses simplement, calmement, et qu'il ait reconnu qu'effectivement, il était fiché S, mais qu'on ne pensait pas qu'il se radicalise. Donc ça montre qu'il y a un problème, puisqu'on voit bien, attentat après attentat, que la question des fiches S est quelque chose qui montre qu'il y a un repérage, mais qu'ensuite on ne sait pas comment faire. Alors il y a plusieurs choses à dire, c'est que ça suppose, et ça a été dit d'ailleurs à chaque attentat, ça suppose des moyens humains supplémentaires sur la question du renseignement, la capacité à enquêter, et là il y a des choix à faire en termes de politique publique, comme vous le disiez Guillaume, c'est-à-dire qu'au fond, quand on vote un budget
pour le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on doit voter en termes de qualification des personnels? Comment est-ce qu'on oriente les moyens qui sont portés par l'État là-dessus? C'est un premier point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'on a énormément de données, et cette question des fiches S est essentielle, mais qu'on ne sait sans doute pas comment est-ce qu'ensuite on traite les données, comment est-ce qu'on les apparie, et comment est-ce qu'on fait ensuite pour savoir comment, en fonction des données, ça peut avoir lieu là, le scénario sera celui-ci, etc. Et en discutant avec des spécialistes de la sécurité, ils vous disent assez régulièrement que cette question du traitement des données, en dehors de la question des personnels à recruter, est un sujet qui est posé au ministère de l'Intérieur. On a de plus en plus de données et on ne sait pas comment faire pour les utiliser, pour prévoir ce qui peut se passer. Donc à chaque fois, on a le sentiment qu'on court après l'événement, qu'il y a des morts. Je rappelle, il y a 3 morts, mais il y a aussi le terroriste qui a été abattu. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi une pratique aujourd'hui où la seule chose à faire, c'est d'abattre le terroriste, alors qu'on souhaiterait, dans une démocratie, au fond, prévenir les choses et faire en sorte qu'il n'y ait pas de radicalisation. Donc ça, c'est un sujet qui est essentiel. Et donc, je dirais 2 choses. Politique publique, investissement essentiel sur la qualification des personnels. Et la deuxième chose, c'est le traitement des données. On peut utiliser les nouvelles technologies. On doit entrer dans une nouvelle ère de traitement de la donnée et pas seulement être en réaction par rapport aux faits. Daniel Bilalian, il y a aussi des gens qui vont plus loin en disant un fichier S, s'il a la double nationalité, il peut être expulsé puisqu'il ne se retrouve pas apatride. Et donc, il faudrait qu'on prenne des mesures plus fermes par rapport à ces gens. Alors, moi, pour ce qui concerne les fichiers S, je pense que c'est un problème sans fin. Je veux dire, on fiche les gens, mais on ne va pas mettre un policier devant la porte de chaque fichier S. En plus, on s'aperçoit souvent que la personnalité de ces hommes qui font les attentats sont souvent des gens qui ont été d'anciens dealers, qui ont été parfois des gens, en tout cas, à part de la société, et qui, d'un jour à l'autre, comme ça, se lancent, sortent de chez eux un matin et tuent des gens. Je pense qu'il n'y a rien à faire, contrairement, je peux dire, on peut utiliser toutes les données du monde, il n'y a rien à faire contre quelqu'un qui sort de chez lui le matin et qui a décidé de buter 3 personnes. Ça, vous ne pouvez rien. Alors ensuite, c'est vrai que je pense qu'une partie de la population souhaiterait que lorsqu'on a la double nationalité et qu'on se livre à de telles exactions, on puisse effectivement renvoyer les gens chez eux. Je pense que c'est pas... Aujourd'hui, je crois que ce qu'on ne pouvait pas dire il y a quelque temps, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'avec le politiquement correct, il se trouve qu'on arrive à un moment où on ne peut plus rien dire, hein, parce que même vous, madame, vous avez parlé tout à l'heure de radicalisation de la police qui a tué au lieu de l'arrêter. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas le terme que j'ai employé. J'ai dit que c'était dommage qu'on soit réduit en réaction à tuer un terroriste. Mais que faire d'autre? Que faire d'autre? Mais dans ce cas précis, c'était sans doute la seule chose à faire. Mais j'aurais préféré qu'on réagisse donc et qu'on prévoie. pense, excusez-moi, donc j'avais mal interprété, donc je pense qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Cela dit, c'est le 2e attentat sous l'ère Macron, après les affaires de Marseille. Et je pense que sur ce terrain-là, où il a été jusqu'à présent moins déterminé que dans d'autres, en tout cas dans son langage, lorsqu'il en parle, je crois que peut-être cette fois-ci, ça va l'inciter peut-être à être plus direct, parce que je pense qu'il y a une partie des Français qui, sans être ni racistes ni rien, en ont assez de ça et sont inquiets tous les jours en sortant de chez eux. Je veux dire, moi je peux vous dire une chose, c'est que maintenant je regarde parfois des choses dans la rue que je ne regardais pas il y a 3 ans encore. Donc est-ce qu'on peut vivre dans cette atmosphère-là? Oui, on peut vivre. La preuve, c'est que nous vivons dans cette atmosphère-là. Véronique Reissoult. Alors évidemment, ça a beaucoup fait réagir. Plus de 100 000 messages en quelques heures, beaucoup d'émotions. En fait, les internautes n'ont pas tant parlé d'Emmanuel Macron que de la police. Évidemment, c'est surtout des hommages et des remerciements aux forces de police, à la réactivité et au comportement en plus visiblement d'un policier qui était particulièrement héroïque. Ouais, un officier de gendarmerie. Voilà, donc voilà, on va dire qu'on est dans l'émotion, donc c'est toujours difficile de réagir ainsi. Par contre, c'est vrai qu'il y a un comportement qui se rapproche un peu des anglo-saxons, qui sont toujours un peu fatalistes dans ce genre d'affaires, et on sent que les Français se disent maintenant il faut s'habituer, parce que c'était dans un supermarché, donc un lieu du quotidien, et de se dire qu'en fait ça peut arriver dans les lieux du quotidien. Et puis après la polémique sur les fichiers S, à chaque fois c'est le même sujet, et globalement les uns et les autres se demandent à quoi ça sert de ficher si on ne peut pas suivre, mais en même temps il faut ficher, et c'est une discussion qui finit par devenir compliquée. Après, pour ce que j'ai pu voir cet après-midi, le sujet des émigrés, on va mettre de côté les sphères qui s'expriment toujours sur ces sujets-là. Sinon, globalement, ce n'était pas tellement le sujet cet après-midi. C'était plus beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion pour les victimes et beaucoup d'empathie et de remerciements pour les forces de police. Hervé Nathan, on parle de fatalisme. Est-ce que c'est effectivement... est-ce qu'il faut s'habituer parce qu'on ne peut rien faire, comme disait Daniel Bilalian? Moi, je pense
C'est triste à dire. Je pense qu'il ne faut pas s'y habituer, mais il faut s'armer de patience. Je suis d'une génération, mais Daniel Bilalian est sûrement de la même, et voire un peu plus, qui a connu la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait des attentats. Il y avait des attentats pas seulement en Algérie, qui étaient terribles. Alors pour le coup, les bistrots, etc., Milk Bar, si je me souviens bien, etc. Mais en France aussi. Quand on entendait des pétards, on appelait ça des bombes algériennes, j'avais 5 ans. Et à 5 ans, on parlait des bombes algériennes. Quand on entendait un pétard, c'était des petits pétards qu'on lâchait sur le trottoir. Je peux vous donner une précision. Moi, j'étais au lycée Jacques Decour et on ne pouvait pas traverser le boulevard parce qu'on était à Barbès et que là, c'était interdit d'y aller. Donc en fait, d'une certaine manière, nous avons, la population française, elle a déjà une première expérience de ça, d'une violence extrême. D'abord, ça a eu des conséquences dans le corps politique français, parce qu'après, il y a eu les morts à Charonne, parce que c'était en réaction à des manifestations qui avaient été durement réprimées. Il y avait eu beaucoup de morts chez les Algériens, etc. Donc, il faut s'armer de patience parce que c'est long. Voilà, la lutte contre le terrorisme, c'est long. Et ça, je pense que quelque part, dans la mémoire collective des Français, il y a l'histoire. On sait que c'est long. La guerre d'Algérie, ça a été long. Et là, ça risque d'être encore plus long. Il faut tenir. Voilà. Et effectivement, il faut avoir la compassion pour les victimes. Il faut avoir de la reconnaissance pour ceux qui sont en front. C'est le cas du lieutenant-colonel qui s'y est mis. Je pense que ces sentiments-là sont communs. Après, il y a la politique. Pour revenir au président de la République, il a fait 2 choses depuis qu'il est arrivé au gouvernement et d'une certaine manière, il a tiré 2 cartouches et on ne voit pas lesquelles il va pouvoir tirer maintenant. Il a fait une cellule à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il a fait tout remonter en disant le responsable de la lutte anti-terrorisme, c'est moi. Donc il va falloir lui demander c'est vous, alors qu'est-ce que vous avez fait là? Les gens vont se retourner, vous avez fait une cellule antiterroriste. Et le propre d'une démocratie, c'est s'interroger sur le fonctionnement des instruments qu'on met en place. Et il y a eu aussi une loi une loi antiterroriste qui a été votée par la majorité actuelle. Et donc, logiquement, le débat démocratique doit se dire, mais cette loi, elle a servi à quoi, là? À quoi elle a servi? Alors, peut-être qu'après, on peut aller là où moi, je n'ai pas envie d'aller, mais où Daniel Bilalian a envie d'aller, c'est-à-dire aller plus loin et dire on peut prendre des choses plus compliquées. Je rappelle quand même que le président de la République actuel, il a été élu sur le refus de distinguer la double nationalité. C'est-à-dire que, normalement, il a été élu au premier tour, et d'ailleurs sur une prise de position quasi publique, alors qu'il était au gouvernement, de refus lors de la polémique de la double nationalité, si vous vous souvenez. Le refus des expulsions. Le refus des expulsions. Ou de déchéance de la nationalité. Parce que ça revient à ça. Le débat, c'est faire revenir le débat sur la déchéance de la nationalité. Normalement, il s'est présenté en Français en disant « je ne le ferai pas ». S'il le fait, alors là, c'est vrai, mais d'une certaine manière, ça fait penser à un ancien président du conseil de la SFIO qui avait été élu pour faire la paix en Algérie, qui a mobilisé le contingent pour aller faire la guerre. Enfin, on peut tout imaginer. Vous êtes opposé sur le principe, Hervé Nathan, à l'expulsion des gens condamnés qui ont la double nationalité, ce qu'on appelait la double peine. Nicolas Sarkozy lui-même l'avait supprimé. D'abord, la double peine, c'était pour les gens qui n'étaient que immigrés. D'accord ? C'était les gens pour les étrangers. C'est-à-dire, on pouvait expulser quelqu'un qui avait été condamné parce qu'il n'était pas français. Voilà. Là, il s'agit de gens qui ont la double nationalité, donc ils ont la nationalité française. Et d'une certaine manière, ils peuvent dire, moi je suis français, etc. Dans le cas d'espèce, on ne le connaît pas bien. Alors j'ai beaucoup de scrupules à parler parce qu'on ne connaît pas bien le cas là. Oui, c'est pour ça qu'il faut parler globalement. Voilà, il faut parler globalement, mais là, si j'ai bien compris, le terroriste, il n'avait rien fait de terroriste avant. À tel point qu'il n'était pas du tout surveillé pour terroriste. On avait essayé et la police dit finalement on n'avait rien trouvé sur lui. Donc, alors moi je suis assez d'accord. Moi je pense que ces choses-là se résolvent avec la police. Il faut donner beaucoup de moyens à la police, bien les encadrer parce qu'il y a des problèmes de respect des libertés fondamentales, mais il faut leur donner beaucoup de moyens, beaucoup d'effectifs et beaucoup de moyens techniques pour qu'ils fassent leur travail. Est-ce que vous pensez parce qu'il n'y a que ça qui marche. Il faut faire preuve de patience comme pendant la guerre d'Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au siècle d'Internet, où les gens résolvent leurs problèmes en 35 secondes, les gens vont avoir la même patience qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Oui, il y a une forme de résilience quand même. Ah bon? Justement parce que, un peu à l'anglo-saxonne, keep calm and carry on, c'est cette espèce d'habitude de se dire, il va falloir vivre avec. Donc la résilience, elle est là. Après, on cherche toujours des coupables, on a toujours envie d'entendre des solutions, mais cette résilience, on la sent quand même assez fortement. Il y a aussi je vous donne juste, je vais vous donner la parole après, Lucille, bien sûr. Je vous donne juste les réactions des internautes parce qu'ils sont très révélateurs des points de vue qui sont très variés sur ce sujet. Il y a l'artichaut, c'est évidemment un pseudonyme, qui nous dit « Renvoyer les gens, ouvrez les guillemets, chez eux, fermez les guillemets, quel étrange langage ». Alors que José nous dit c'est le résultat du laxisme avec les radicalisés, hélas. Pourquoi garder ces futurs terroristes chez nous? Fazi qui nous dit ces scénarios se répéteront souvent, hélas, tant que des armes seront vendues ailleurs. Et puis Élodie qui nous dit pensez-vous
pensez-vous qu'il y aura un jour un référendum pour que les Français puissent enfin choisir leur sécurité et comment, point d'interrogation. Et Gérard qui nous dit pourquoi était-il fiché S? Alors, je vais vous proposer une autre réaction, c'est une réaction d'une responsable politique, en l'occurrence Marine Le Pen. Voilà le tweet qu'elle a publié cet après-midi. Macron réagit, a-t-elle dit, à un attentat islamiste commis par un étranger. En l'occurrence, on avait d'abord dit qu'il était marocain, en fait il est franco-marocain, aux côtés de celle qui a ouvert l'Europe à une vague migratoire sans précédent, désastreux aveuglement. Et Marine Le Pen fait allusion à cette conférence de presse commune de Emmanuel Macron avec la chancelière Merkel. Lucille Schmid, le sujet va forcément revenir de l'immigration, de l'ouverture des frontières. Est-ce que, à votre avis, c'est abusif de lier les deux sujets? En général, évidemment, dans le cas d'espèce, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Marine Le Pen. Écoutez, j'espère ne pas être la seule autour de ce plateau à ne pas être d'accord. Je pense qu'on fait de la pub à Marine Le Pen et peut-être qu'on est un peu les seuls aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, elle arrive au second tour d'élection présidentielle, donc c'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique français. Depuis, elle s'effondre. Et donc la question, c'est que effectivement, on commence par le dire marocain, puis on le dit franco-marocain, et au fond, le fait qu'il soit français et qu'il ait la double nationalité est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont que français qui peuvent devenir terroristes. Parce qu'il y a un sujet, ça a été dit, une sorte de mélange entre de l'idéologie et des processus intimes. Et c'est pour ça que cette question de la radicalisation est si compliquée, parce que quelque part, il ne semblait pas être radical, il n'avait commis que de petits larcins ou commis des petits délits sur sa fiche, et en fait, il était radicalisé à l'intérieur. Donc c'est toute la difficulté que nous avons, cette question d'une guerre psychologique et en même temps d'une guerre idéologique. La deuxième chose que je voulais dire sur Angela Merkel, qui est un sujet effectivement assez passionnant, c'est qu'il faut quand même rappeler que si Angela Merkel, s'il y a tant de migrants aujourd'hui en Allemagne, c'est parce que les autres pays d'Europe ont choisi de ne pas prendre leur part du fardeau, et notamment les pays d'Europe de l'Est, et qu'il y a aussi la même situation en Italie, et qu'on voit bien qu'en Italie, en Europe de l'Est, etc., cette question migratoire fait progresser des populismes. Donc je pense que Emmanuel Macron a raison d'avoir tenu un langage assez ferme et de mener une politique assez ferme sur les questions migratoires, mais qu'il y a un moment où il faudra aborder ces sujets au niveau européen, parce que la question du terrorisme, elle n'est pas une question seulement française. On sait bien qu'il y a une porosité des frontières, et on sait bien qu'on sera efficace. Tout à l'heure, j'ai parlé des moyens des politiques publiques françaises. Il faut qu'on soit aussi efficace au niveau européen, et je pense que c'est excellent qu'Emmanuel Macron réagisse au niveau européen. C'est quelque chose de très fort. Après, sur la déchéance de nationalité, mais Emmanuel Macron, c'est l'homme de la rupture. Il ne peut pas proposer quelque chose qui a été repoussé et qui, au fond, a coûté aussi à François Hollande énormément, pas seulement vis-à-vis de sa famille politique, mais en termes de crédibilité. On rappellera que François Hollande était au départ pour la déchéance de nationalité, pour les doubles nationaux, et ensuite qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis parce qu'il s'est aperçu que c'était une mesure qui, symboliquement, était destructrice à gauche, profondément destructrice, et en plus, qui n'était absolument pas opérationnelle. Quand on est prêt à mourir pour mener un attentat, évidemment, on s'en fout de perdre la nationalité française. Et d'ailleurs, qu'on soit franco-marocain ou français tout court, je pense que quand on est prêt à mourir, sa nationalité, quelque part, on s'en fiche. Merci. Je propose de passer à un autre sujet, heureusement moins dramatique. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui était hier soir au journal de 20h de TF1, quelques heures après sa mise en examen dans le cadre d'une affaire de financement présumée par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président était particulièrement pugnace. Au cas où vous auriez manqué cette séquence, en voici les meilleurs moments. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur et je n'ai pas l'intention de céder 1 centimètre de terrain à cette bande. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. La politique, c'est fini. Mais la France, ça ne sera jamais fini. Hervé Nathan, on commence par revenir sur l'affaire. Est-ce que vous avez été un peu, si ce n'est convaincu, en tout cas un peu ébranlé par la défense du président de la République que moi j'ai trouvé un peu interpellant quand même, tellement il avait l'air convaincu? Vous aviez oublié la capacité de Nicolas Sarkozy à convaincre. C'est un trait de caractère, c'est une de ses qualités politiques. C'est pour ça entre autres qu'il avait été élu président de la République. C'est extraordinaire capacité de projeter sa personnalité, de convaincre, d'avoir des élans de sincérité. À mon avis, un petit peu quand même fin, parce que moi, sur le fond, il ne m'a pas vraiment convaincu. La question qui reste posée, alors... Bien sûr, après tout, d'abord, il est présumé innocent, on va le répéter autant de fois qu'il le faut, donc il est présumé innocent, mais
les questions qu'ont posées les juges, c'est pourquoi il y avait autant d'argent liquide dans sa campagne, pourquoi il y avait un coffre-fort, ça a été reconnu. Alors il dit il y a des papiers qui sont des faux, etc. Mais il y a des questions qui restent en plan. C'est que il y avait un coffre-fort apparemment plein d'enveloppes avec des billets qui étaient prêts à être utilisés pendant la campagne, qui ont été utilisés pendant la campagne, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir qu'il s'explique au fond. Donc, oui, ça va durer longtemps. Je pense que le dossier dure depuis longtemps. Ça va durer encore longtemps. Voilà, là, il fait de la politique à sa manière, c'est-à-dire très bien. Véronique Reitout, sur les réseaux sociaux, on a été convaincus par l'argumentation. Alors déjà, ils n'ont pas retenu ce passage-là. Quand on résume, le passage qui a été retenu, c'est « Vous fumez, monsieur », qui les a bien occupés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dit « Je n'ai jamais... » Sur Twitter, on ne va pas toujours à l'essentiel, on peut dire ça comme ça. Non, parce qu'en fait, alors, au-delà de la blague... En même temps, il n'aurait jamais dû employer cette... Voilà. Mais vous fumez, monsieur, en fait, il a été détourné tout le temps, pas que sur Twitter d'ailleurs, aussi sur Facebook, mais il a été détourné pour commenter le sujet, c'est-à-dire à chaque fois qu'il disait un truc. Après, on peut dire que ça reste quand même une personnalité qui fascine, parce qu'il y a eu plus de 230 000 messages pendant son intervention. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup, quand même. Alors, Nicolas Sarkozy fait toujours beaucoup parler, mais il fascine. Après, on va dire qu'il y a quelques points qui ont été beaucoup commentés, en particulier des points factuels sur lesquels il s'est appuyé, qui étaient sa présence à Paris le 26 janvier 2007, où il y a des tas de gens qui prouvaient que non, pas du tout. Mais globalement, comme vous le disiez, il a quand même fasciné les uns et les autres par sa capacité, sa force de conviction et le fait qu'il était très engagé. Après, certains lui ont décerné plutôt un Oscar de comédien, mais lui reconnaissant tout de même ça. Après, savoir s'il a convaincu ou pas, quand on regarde sur l'ensemble des messages, parce que 230 000, il faut être sur un sujet de masse, on va dire qu'il a convaincu ceux qui avaient envie d'être convaincus, c'est-à-dire ceux qui étaient quand même dans le fond, soit pas forcément d'accord avec lui en soi, mais finalement assez étonnés des preuves et qui suivent ce sujet dit d'acharnement. Et puis après, ceux qui n'avaient pas envie d'être convaincus, ils se sont servis de ces phrases-là pour démontrer que non. Voilà, donc on va dire qu'il a renforcé les acquis. Et il a un peu ébranlé quelques-uns qui étaient dans le doute, mais globalement, ceux qui étaient contre, ils ont trouvé dans l'ensemble de ces arguments des éléments pour dire non, il n'y était pas. Quoi. Daniel Bilalian, convaincu, pas convaincu? D'abord, à un grand moment de télévision, le professionnel que vous êtes. Oui, bien sûr. Mais je vais vous dire, je suis partagé. D'abord, je pense qu'il n'aurait pas dû aller à la télévision. Ah bon? Première chose. Deuxième chose, il nous a fait, sans comparer avec d'autres personnages politiques, il nous a fait les yeux dans les yeux. Donc il a intérêt à être sûr de lui. Quand on fait les yeux dans les yeux, comme notre ami Cahuzac, il faut être sûr de soi. Hein. Alors donc là, il a pris du risque. Ensuite, je reproche d'être rentré dans les détails. Il s'est comporté un peu comme s'il était son avocat. Le bureau du ministre de l'Intérieur, c'est pas au premier étage, c'est au rez-de-chaussée, etc. Ça n'avait aucun intérêt venant de sa part, c'était pas ce qu'on lui demandait. Deuxièmement, il a énoncé un certain nombre de choses sur lesquelles il aurait dû se méfier, mais les informations sur lui sont bizarres. Par exemple, Mediapart affirme que c'est là où ça a démarré, il a touché une somme de... Eh bien, si on relit attentivement les conclusions de l'instruction de cette première affaire, il a été dit, j'ai repris les termes exacts, que l'instruction n'a pas permis d'établir que c'est un faux. Mais les juges ne prennent pas le risque de dire que le document de Mediapart est réel. C'est quand même très très différent. C'est pas forcément un faux. C'est pas un faux, mais c'est pas un vrai pour autant. Quant à lui, c'est là où je reproche d'être comporté comme son avocat et de ne pas avoir fait attention. Il dit « Je n'étais pas là le jour où M. Takedine dit qu'il m'a rencontré ». Si, il était là, puisque c'était l'enterrement de l'abbé Pierre et qu'il était dans l'église. Donc vous voyez, hier soir, à mon avis, il en a trop fait d'un côté. Alors en même temps, il est toujours convaincant, mais moi je reste sur lorsqu'il est au sous-sol avec les voyous qui sont au-dessus et il dit venez ici, racaille, venez, descendez, je vais m'occuper de vous. Lui, il a 50 flics autour de lui, les autres, ils sont tout seuls. Donc moi je peux faire ça aussi, je veux dire, c'est pas compliqué la vie comme ça. La dernière chose où ça tourne à la comédie un peu, c'est ça, son épouse qui cette nuit a fait un tweet, tu es beau, tu es grand, tu es fort. Ah, le soutien, c'est normal, non? Oui, mais les termes, que son épouse... C'est une artiste, Daniel Bilalian. Oui, j'entends bien, mais je veux dire, moi je suis un Français moyen, je ne suis pas autre chose, je ressens ça comme un peu de la comédie. En tout cas, il a joué très gros hier, il a intérêt à être sûr de lui, parce qu'il nous a fait du Cahuzac, et quand on fait du Cahuzac, on sait comment ça se termine si ce n'est pas vrai. Alors, les réactions
sur le chat, sur Twitter. Alors c'est formidable parce que c'est très partagé là aussi. Il y a Yann qui nous dit il veut passer le passé au Karcher. L'Artichaut nous dit il faut surtout bien écouter ce que M. Sarkozy dit de M. Guéant. Wait and see. C'est vrai, c'est qu'à la fin de son intervention, l'ancien président de la République a dit mes collaborateurs sont en gros assez grands pour répondre même des reproches qu'on pourrait leur faire. Certains ont interprété ça comme une forme de prise de distance par rapport à Claude Guéant et à Brice Hortefeux. Est-ce le cas? Wait and see, comme nous dit l'Artichaut. Philippe Lambert nous dit laissons faire la justice, qui est plein de sagesse. Alors, Faut pas charrier nous dit, en plus, il a menti sur plusieurs points hier soir, donc tout ça est assez critique. Jean, en revanche, dit comment être convaincu par Kadhafi, Takieddine, Plenel. Et vous, Lucille Schmid, avez-vous été convaincu? Moi, je rejoins Daniel Bilalian sur le fait que c'est un merveilleux avocat, mais être l'avocat de soi-même, c'est compliqué. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on est à la fois dans un débat juridique et un débat politique. Et c'est vrai que, là, avec Macron, on est un peu dépourvu d'ambiance politique, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, on est dans une sorte de technocratisation. Quelque part, les grands moments politiques, on les apprécie pour leur caractère théâtral. Donc, en ce sens, moi, j'ai apprécié la façon dont Nicolas Sarkozy nous a fait une prestation télévisée théâtrale. Quand vous dites théâtrale, ça veut sous-entendre qu'il fait la comédie, qu'il joue la comédie? Je pense que la plaidoirie l'emporte sur la question des faits. Et au fond, le sujet qu'on a à voir entre nous, c'est est-ce que les Français, très contents du théâtre, parce que je pense que chacun d'entre nous aime aller au théâtre, comment est-ce qu'ils réagissent lorsque, ensuite, les éléments de preuve sont sur la table? Et là, c'est vrai qu'on est à un moment assez crucial, c'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, il y a une instruction qui est menée par les juges depuis maintenant plusieurs années, qu'on est à un moment où ils estiment qu'il y a un faisceau en fait, d'indices concordants sur le fait qu'il y a une culpabilité de Nicolas Sarkozy, et en même temps, on n'a pas les preuves. Parce que, comme ça a été rappelé par Daniel Bilalian, la question de du document fourni par Mediapart, en droit, il a été jugé qu'il n'était pas faux, mais il n'a pas été jugé qu'il était authentique. Donc on est dans une situation de tournant où on attend les preuves, et quelque part, au fond, il faut qu'il y ait les preuves. Parce que je crois que pour Nicolas Sarkozy, c'est nécessaire s'il est innocent. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit innocent, mais comme vous l'avez rappelé, il est présumé innocent. Et j'espère pour les juges qu'il y aura vraiment des éléments de preuve, parce que là, ils ont pris un risque, et ça a été rappelé par beaucoup de monde, parce que c'est un ancien président de la République qui a été mis en examen, parce qu'il y a eu une forme de mise en scène qui nous a rappelé d'ailleurs un peu ce qui s'était passé sur un autre continent, avec Dominique Strauss-Kahn. Enfin, on a le sentiment que la justice prend une place croissante en France, alors qu'on est un pays où la question du droit et de la politique était quelque chose qui n'existait pas comme aux États-Unis. Donc il y a une évolution. Moi, je la trouve positive, mais le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, et assez vite. Parce que si ça dure encore des années, je crois qu'on regrettera le fait qu'il y ait eu cette espèce de moment où il n'y a pas d'éléments de preuve et où Nicolas Sarkozy nous dit qu'il est innocent. Je crois qu'il faut un dénouement judiciaire rapide. En tout cas, ce qui est sûr, à mon avis, c'est que cette affaire est grave. C'est grave s'il est... C'est grave si les faits sont prouvés, et si les faits ne sont pas, c'est grave aussi. Parce qu'il y a quand même eu une mise en musique judiciaire, pour ne pas dire une mise en scène, avec cette garde à vue, qui est quand même très lourde de conséquences politiques. Je vous propose de passer d'un ancien président de la République à un actuel. Emmanuel Macron doit-il lâcher du lest? Je vous propose qu'on voit tout de suite, ou qu'on revoie, parce qu'on l'a vu, on l'a aperçu brièvement tout à l'heure, la couverture de Marianne de cette semaine, qui est une excellente introduction à notre sujet, par la question qu'elle pose, ou plus exactement par la présentation qu'elle fait de l'action présidentielle, la tentation de la toute-puissance, avec un Macron en Louis XIV, probablement, un tableau de Rigaud, non sans doute. Oui, je crois, c'est le siège de Besançon. Voilà, Louis XIV au siège de Besançon, dit Hervé Nathan, dont la culture générale nous impressionne toujours, et avec évidemment la tête du roi Soleil remplacée par celle de Macron. Donc, est-ce que Macron doit lâcher du lest? Alors, il y a plusieurs éléments dans ce dossier. D'abord, il y a la baisse de popularité qui est régulière, même si elle n'est pas catastrophique pour lui. Dernier sondage, un sondage de BVA daté de ce matin. 40% des Français ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron, c'est moins 3 points. C'est le même niveau que Nicolas Sarkozy à la même époque. C'est plus que François Hollande qui, lui, avait baissé beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous dites? On continue de s'acharner sur Bon, alors, donc, Véronique Reissoult ne veut pas commenter ce sondage-là. En revanche, il y en a peut-être un autre qui va nous intéresser encore plus. Commenter, c'était l'échelle de valeur dans la bonne opinion. Oui,
Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, quand on se compare, on se console, comme disait ma grand-mère. Il y a un autre sondage fait par Odoxa, pour Dentsu Consulting et pour Le Figaro. Alors lui, il est un peu plus concrètement focalisé sur les derniers événements sociaux, parce qu'évidemment, c'est ça l'actualité du moment. C'est la manifestation d'hier, à la fois en France et à Paris et en province, qui mêlait des agents de la fonction publique et des cheminots. Qu'est-ce que pensent les Français de tout ça, Véronique Reissoult? Ils ont dit, globalement, les Français ont l'impression majoritairement que c'était plutôt un échec. La mobilisation d'hier. Voilà, mais après c'est la mobilisation en soi, ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement sur le fond, mais la mobilisation en soi, ils se sont dit, bon, c'était pas si réussi que ça. C'est la perception qu'ils en avaient, puisque ce sondage il a été fait après la journée, donc il a été fait cette nuit et ce matin. Il y a aussi 58% qui seraient contre qui trouvent, 58% des Français qui trouvent que la décision d'être dans la prolongation et de continuer ces grèves serait une mauvaise idée. Mais de l'autre côté, quand on leur pose la question que vous venez de poser, qui est est-ce que Emmanuel Macron doit tenir, est-ce que finalement il doit tenir tête à ce mouvement, et bien ou lâcher du lest. Ou lâcher du lest, ben on a 50-50 vraiment, un vrai 55, enfin 49-50, voilà. Et quand on regarde ce qui se dit globalement, c'est lui. En fait, ce que les uns et les autres disent, c'est il faut pas qu'il lâche, mais il faut qu'il écoute. Donc ça explique le 50-50. C'est-à-dire, oui, il faut qu'il y ait des grèves pour surveiller le service public, la qualité du service public, être vigilant, mais non, il ne faudrait pas qu'on s'installe dedans. Oui, il faut qu'il tienne tête aux revendications, mais en même temps, il faudrait qu'il écoute les gens. Et en fait, ce qui ressort le plus, c'est le manque d'écoute et le manque de présence sur le terrain, le sentiment que dans le fond, il y a une sorte de logique centralisée, et ça rejoint peut-être cette couverture, mais en tout cas, de se dire que voilà, il écoute est-ce que c'est peut-être pas tenable le en même temps dont vient de nous parler Véronique Reissoult? Parce que, a priori, le statut des cheminots, ou on le garde ou on le change, mais on ne peut pas en même temps le garder et le changer, pour prendre cet exemple-là seulement. Eh bien si. C'est ce qu'il fait. En même temps, il conserve le statut pour tous ceux pour les cheminots actuels, mais il n'y aura pas de nouveaux. Voilà, donc les nouveaux ils vont rentrer dans un statut de droit commun du Code du travail. Pour les futurs embauchés, mais c'est dès l'année prochaine, pas les futurs dans 10 ans, l'année prochaine. Voilà, donc c'est impossible en même temps. Et d'une certaine manière, même si le président Macron à Bruxelles a fait des déclarations de fermeté en disant les mouvements sociaux ne feront pas bouger la politique du gouvernement, d'une certaine manière, on peut comprendre que c'est pas à la veille du conflit qu'on commence tout de suite à reculer. Donc quand même, on est dans la Ve République, on va quand même pas commencer à reculer tout de suite. Donc effectivement, chacun pose un peu ses muscles, mais en fait, il y a tous les éléments d'un compromis qui permettraient de faire sortir au moins certains syndicats du conflit. Par exemple la CFDT, puisque le secrétaire général de la CFDT, en début de semaine, a très simplement posé les deux conditions pour que la CFDT, comme un gros, c'est pas le premier dans la fonction publique, mais quand même ça compte, et puis éventuellement il y aurait d'autres qui sont ses alliés. Pour la SNCF, il dit, vous prenez beaucoup de choses qui sont dans le statut des cheminots, vous le transposez dans la convention collective globale, pour l'ensemble des travailleurs qui vont travailler, y compris la concurrence. Donc, par c'est formidable, c'est le statut de cheminot pour tout le monde. Oui, tout ou partie du statut de cheminot pour tout le monde, d'une certaine manière. C'est pas exactement ce que vous avez dit au début. Je vous signale que c'est le principe d'une convention collective, c'est de limiter, le principe d'une convention collective, c'est de limiter la concurrence par le coût du travail et par les conditions de travail. C'est fait pour ça. Et d'ailleurs, les patrons ont été très, au début des conventions collectives, ils étaient très pour ça. Ça va nous limiter les bisbilles pour ne pas s'arracher les travailleurs, parce qu'en fait, c'était le problème. Et l'autre chose, c'est il dit, dans la fonction publique, puisque nous avons deux versants de conflit, il y a les cheminots d'un côté, puis il y a la fonction publique, il dit, écoutez, si vous faisiez passer toutes les aides-soignantes de la catégorie C à la catégorie B, on serait très content, sachant que c'est la catégorie principale de syndicalisation de la CFDT. Je rappelle qu'en 2004, déjà, François Chérec avait quitté le mouvement de contestation des réformes des retraites, des régimes spéciaux, parce qu'il avait arraché quelque chose pour les aides-soignantes dans les hôpitaux, parce que c'était de là dont il était issu. Daniel Bilalian, il faut qu'il lâche du lest. Écoutez, le problème de notre pays, c'est qu'on est tous d'accord pour la réforme quand elle ne concerne que les autres. Ça, c'est le point de base des Français, et ils sont toujours d'accord comme pour les impôts. Où là, on n'a pas de chance non plus, c'est qu'on a un syndicalisme qui évolue. On parlait de la CFDT. En revanche, la CGT, elle n'évolue pas.
je dirais que même M. Martinez, il a la tête de l'emploi des années 50 lorsque la CGT était la courroie de transmission du Parti communiste. C'est un peu le délit de sa gueule, ça. Non, c'est pas ça. Je dis, il correspond. Non, je suis pas. Je dis, il correspond presque physiquement à cette période. Je veux dire, c'est un constat, c'est tout. C'est un constat. Mais il n'a rien de désagréable, ni de vouloir le vexer, ni me moquer de lui. Et par ailleurs, je crois que, en fait, on parlait tout à l'heure des années 68. Moi, j'ai vécu cette période-là. J'étais jeune à l'époque. Et personne ne l'a vu venir. Alors après, évidemment, vous avez toujours tous les intellectuels qui vous expliquent qu'on avait vu monter. On n'a rien vu monter du tout. Tout comme, par exemple, lorsqu'il y a eu cette grande manifestation en faveur du général de Gaulle, qui a éteint l'incendie, on ne l'avait pas vu venir du tout. Le matin, on ne savait pas combien de personnes il allait y avoir sur les Champs-Élysées autour de M. Malraux. Donc, on est dans l'attente. Pour l'instant, je crois que ceux qui sont contre les réformes actuelles d'Emmanuel Macron, c'est un peu, on en a déjà parlé ici, vous savez, aujourd'hui, il y a un chercheur américain qui a dit qu'il n'y a plus que deux types de personnages dans le monde, les somewhere et les anywhere. C'est-à-dire les somewhere, c'est les gens qui veulent appartenir à quelque chose et travailler dans leur pays sans refuser le progrès. Et les anywhere, c'est ceux qui sont entre Hong Kong, Cher Bangkok. Daniel Bilalian, vous m'en voulez pas si je fais le journaliste de télévision qui repose la même question. À votre avis, est-ce qu'il faut qu'il lâche du lest ou pas? Il lâchera du lest s'il ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Il va voir comment les affaires vont et au pif, comme ça, il va voir d'un jour à l'autre. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, c'est pas... Est-ce que vous partagez le point de vue de Faut pas charrier, c'est un pseudonyme probablement, qui nous dit courage Macron, continue à réformer? Non, mais oui, peut-être. J'avoue que sur la réforme de la SNCF, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ce qui me gêne un peu, c'est l'éventuelle privatisation, parce que moi, j'avoue, je comprends mal pourquoi l'EDF, la SNCF doivent être privatisées. Je ne suis pas contre les privatisations, mais je ne vois pas pourquoi cette chose simple doit être livrée à la concurrence. Il y a des tas de choses qui peuvent être livrées à la concurrence, pas celle-là. Pour l'instant, ce n'est pas dans le projet du gouvernement. Oui, mais enfin, ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Si. Hein Si. Non, je suis désolé. La réforme, elle doit être privatisée. Mais pourquoi? Mais non, parce que le cœur de la réforme, ce n'est pas le statut, puisque le statut va continuer. Le cœur de la réforme, c'est l'ouverture à la concurrence. Et donc, vous allez avoir des morceaux entiers des chemins de fer. La SNCF va rester une entreprise publique, mais des morceaux entiers. Mais il y a des morceaux entiers du chemin de fer, par exemple, j'en sais pas, moi, ceux de la Bretagne, par exemple, il va y avoir des appels d'offres, et vous pouvez très bien avoir. D'ailleurs, c'est le projet de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, c'est le projet en PACA, du président de la région PACA, excusez-moi, il est très connu, mais son nom m'échappe, vous allez me dire qui c'est, qui veulent, effectivement, ils préfèrent avoir le privé et donner, dès l'année prochaine, faire un appel d'offres pour le donner à des entreprises privées. Donc, voilà, Christian Estrosi. Muselier. Non, il a tourné à Nice. Non, Estrosi, il a tourné à Nice, non? Bref. On va laisser Hervé Nathan continuer. Donc, ce n'est pas la privatisation de la SNCF, mais c'est la privatisation d'une partie des chemins de fer. Ça peut mettre en difficulté la SNCF. Et ça va, donc, bon, il y aura des jeux de concurrence. Après tout, ce sera peut-être pas un marasme total, mais bon, de fait, c'est quand même ça. Et après, le reste, c'est jamais que les conséquences connexes de cette irruption de la concurrence dans un secteur qui était entièrement nationalisé. Voilà, c'est bien Renaud Muselier, me rappelle-t-on, le président de la région. C'est moi. Christian Estrosi voulait le faire quand il était président, avait déjà essayé de le faire. Voilà. Je m'excuse auprès de Renaud Muselier. Absolument. Je voudrais évidemment vous laisser la parole, cher Lucille Schmid. J'ai l'impression qu'il faut que je rame, là. Voilà, et vous allez aussi peut-être vous exprimer, si tel est votre bon plaisir, sur la méthode. Y a-t-il un problème de méthode chez Emmanuel Macron? Écoutez ce qu'en pense le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. C'était hier en marge d'une manifestation à Marseille. Le gouvernement accélère, met plein de réformes sur le tapis, ne discute pas de tout, de plus en plus directif socialement. Les problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont en train de s'aggraver. À la fois parce qu'on a un gouvernement qui fait comme les autres d'une certaine manière, qui refuse les vrais débats de fond sur la fonction publique et le service public. Moi, je me souviens du temps de M. Sarkozy, ça s'appelait la révision générale des politiques publiques. C'était fait en catimini, en vase clos, quelques experts publics-privés qui ont sorti leurs conclusions. Ben là, ça s'appelle comment aujourd'hui? Ça s'appelle CAP 2022. Mais c'est la même chose, c'est la même méthode. Lucille Schmid.
Oui, moi je pense que j'entends cette expression de service public, expression spécifiquement française, puisque vous savez qu'elle n'existe pas au niveau européen, c'est les services d'intérêt général. Et je pense que c'est une expression extrêmement forte et qui renvoie à une culture commune de la société française. Et donc je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que ça se noue sur les chemins de fer, la SNCF et l'hôpital. Et à partir de là, ce n'est pas seulement les fonctionnaires ou le statut. Ce qui est important, c'est de regarder au fond ce à quoi nous aspirons en termes de projet social, de contrat social. Est-ce qu'on veut maintenir un haut niveau de service public, ce qui implique aussi un certain niveau de dépenses publiques, il faut quand même le dire. Et aussi, c'est la même chose sur l'éducation nationale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on parle de la SNCF depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque Emmanuel Macron, déjà l'année dernière, avait parlé du statut. Et au fond, petit à petit, heureusement, le débat s'élargit et on commence à parler au fond de ce à quoi on aspire en termes de transport, d'égalité devant le transport, d'aménagement du territoire. On parle d'égalité devant la santé. Et donc, il faut qu'on arrête d'être obsédé par la question du statut, parce qu'il faut regarder ce qui s'est passé, par exemple, dans des entreprises comme Orange ou comme La Poste, où l'évolution du statut, elle s'est faite progressivement. On a négocié de façon à aménager, comme vous le rappeliez, un niveau aussi de droit équitable entre les nouveaux embauchés et les anciens et les fonctionnaires. Parce que si on commence à organiser l'inégalité de statut au sein d'une entreprise, ça posera quand même des problèmes. Parce que si les vieux sont plus protégés que les jeunes, moi je ne crois pas que ce soit la société à laquelle j'aspire, personnellement. Je suis prête à bouger là-dessus. Donc il y a une question qui est posée, qu'il faut élargir, aller sur l'hôpital, aller sur les transports, aller sur l'aménagement du territoire et la réalité des transports entre Paris et la province. Et ça, je suis très contente dans le sondage, ce que vous rappeliez, que les Français n'assimilent pas l'idée d'une manifestation à l'idée du service public. Au fond, il disait à Emmanuel Macron d'écouter et pas d'être seulement obsédé par une pensée du prêt-à-porter idéologique consistant à dire les cheminots sont forcément des privilégiés. Ou les aides-soignants à l'hôpital, ou les aides-soignantes surtout, sont forcément des privilégiés par rapport aux médecins hospitaliers, par exemple. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et j'espère que le débat va s'élargir, qu'on ne va pas être seulement en train de dire les fonctionnaires, on les fait rentrer à la niche, ou les cheminots, on leur dit d'obéir. Donc il y a quelque chose qui peut être différent. Il faut lâcher du lest au sens où il faut essayer d'employer un autre langage et sans doute essayer de négocier autour de l'idée de service public. Alors, je laisse le dernier mot, si vous le voulez bien, à nos internautes. À Jean qui nous dit « La politique Macron est un fourre-tout brouillon ». Tandis que Covey, faisant allusion à la SNCF, dit « Il faudrait quand même faire un peu de profit. Non, il y a trop de dettes ». Et Sheldon, qui a plein de références historiques, qui nous dit « Il nous faudrait un Sir Winston Churchill ou une Lady Margaret Thatcher. Nous n'avons que des ersatz de Chamberlain » ou de Daladier, en espérant que ça se termine moins tragiquement. Je vous propose de passer à un quatrième et dernier sujet. On va parler de la ville de Paris. Il y a un conseiller de Paris, Alexandre Vesperini, qui est ex-LR et pro-Macron, qui demande qu'on change le nom d'une rue de Paris. Alors, cette rue de Paris s'appelle Alain, comme le philosophe. C'est son pseudonyme, enfin, c'était le nom de plume qui s'était pris, c'est pas son prénom. Alain est un philosophe, pour ceux qui sont très jeunes, qui est mort en 1951, qui avait écrit notamment un très beau livre qui s'appelait Propos sur le bonheur. Il avait aussi publié un journal intime, ou plus exactement écrit un journal intime qu'on vient de publier, qui est nettement moins joli, sur lequel il y a des propos clairement antisémite. La mairie a répondu qu'elle y réfléchissait, mais écoutez l'argumentation d'Alexandre Vesperini. Quand on est un grand philosophe, on jouit également, donc, c'est le cas d'Alain, d'une très grande autorité morale. Mais pour jouir d'une très grande autorité morale, il faut aussi faire preuve d'une exemplarité morale, notamment vis-à-vis de son époque. Et ce n'était absolument pas le cas, nous le découvrons aujourd'hui pour Alain. Très franchement, je pense que si nous avions eu connaissance de ses écrits, jamais le philosophe Alain aurait eu une rue dans les années 90, comme c'était le cas sous Jacques Chirac. C'est récent. Oui, c'est absolument, c'est récent. Daniel Bilalian, on change le nom, on ne change pas le nom de la rue? Émile Auguste Chartier. J'avoue que je suis... Vous avez le droit de oui, non, mais je veux dire, par rapport rapport à un certain nombre de sujets qui se posent à notre pays, j'avoue que je suis un petit peu décontenancé. Ouais. Oui, si effectivement il a tenu ses propos antisémites, oui, mais je crois que ça doit être quand même très, très étudié, très regardé l'affaire qu'il y a avec Maurras aussi, la célébration. Voilà, Maurras qui devait être commémoré si on à l'occasion de son anniversaire. s'attarde aux actions de tout le monde, alors par exemple le général Leclerc, il a défendu la France contre l'indépendance de l'Indochine. Oui, quand il était gouverneur, quand même, il avait... Oui, j'entends bien, mais il a quand même été envoyé en Indochine pour défendre la France. Le maréchal Lyautey a permis
l'élargissement de la France au Maghreb. Et François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, était très Algérie française. Voilà, donc il faut faire très attention. Sur ce point précis, je ne connais pas suffisamment l'affaire pour dire si vraiment ce personnage est aussi odieux que semble le dire ce conseiller de Paris, mais je dis faisons très très attention à ça, parce que aussi, je veux dire, la révocation de l'Édit de Nantes, c'est à cause de Louis XIV. Si on n'a plus de protestants en France et qu'on est aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, donc il faut mettre de côté Louis XIV aussi. Puis je peux vous en citer un paquet d'autres comme ça qui ont leur nom ou des places dans Paris et dans toutes les villes de France. Véronique Reissoul, c'est un sujet un petit peu pointu, j'imagine, pour les réseaux sociaux, mais est-ce que ça pose débat quand même? Alors, le sujet du nom du philosophe n'est pas forcément discuté, mais en soi, Paris est ce genre de décision, oui, beaucoup discuté, parce qu'en fait, on parle plus du politiquement correct, on parle plus de la bien-pensance, et ça, c'est un sujet qui revient souvent. Et là, associé à Paris, il y avait deux sujets. Il y en a un où, en fait, vu, on va dire, des territoires, parce que c'est dans la bien-pensance, c'est ainsi qu'il faut dire, vu des territoires, on trouve qu'à Paris, c'est un peu boboland quand même, et qu'ils ont une façon de traiter des sujets un peu compliqués, au point où il y avait d'ailleurs une espèce de blague qui circulait sur Madame Hidalgo qui se sert de la Tour Eiffel pour nous dire ce qu'on doit penser en allumant, l'éteignant, la mettant de couleurs, en faisant des tas de trucs formidables avec cette Tour Eiffel. Et donc, voilà. Donc, globalement, on va dire que c'est plus un courant global de est-ce qu'il faut tout revoir à l'aune de notre nouvelle façon de penser? Est-ce que l'histoire, c'est pas aussi les erreurs et les errements? Voilà, est-ce que vous dites que c'est une transition parfaite avec un autre point que je voulais porter à votre connaissance, si vous ne le connaissiez pas déjà, c'était la mairie de Paris qui travaille pour le changement des documents d'état civil pour ne plus dire père et mère, mais dire parent 1 et parent 2. Ça, c'est à la demande d'une conseillère Paris, France Insoumise, voilà, Danielle Simonet. Je me souviens qu'en 2013, Christiane Taubira avait dit mais non, dire qu'on remplacera père et mère par parent 1, parent 2, c'est de la caricature, il y aura pas on ne désexuera pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, je ne suis même pas sûr que le mot existe, le livret de famille, et puis finalement on y vient. Lucille Schmitt, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives? Écoutez, moi je trouve que M. Vesperini cherche désespérément une manière de se faire connaître et je pense qu'il n'a pas lu Alain. Donc je crois qu'il faut quand même traiter ce genre de choses par le mépris. C'est-à-dire que je crois qu'il faut séparer l'histoire des émotions et en plus noter qu'aujourd'hui, si on veut faire de la politique, il faut peut-être lire un petit peu, essayer de ne pas réduire les gens à des caricatures et je trouve ça extrêmement dommageable, ça ne me plaît pas du tout, cette histoire de Vesperini. Je pense que c'est en plus encourager, vous savez, cette mémoire segmentée. Et la question de Maurras, par exemple, est aussi scandaleuse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a eu toutes ces discussions sur commémorer, célébrer, etc. Je pense qu'il y a un moment où il faut reconnaître qu'est-ce que c'est que l'histoire des idées en France et reconnaître qu'effectivement, il y a eu une forme d'antisémitisme dans la pensée française, mais il n'y a pas que ça. Et qu'un intellectuel a le droit d'être d'une forme d'ambivalence, encore plus d'ailleurs un écrivain littéraire comme Céline. Donc moi, je trouve Vesperini, mettons-le aux poubelles de l'histoire. Ensuite, sur la question de parent 1 et parent 2, évidemment, j'espère que tout le monde ne demandera pas à être parent 1, parce que vous savez, quand il y a deux parents, la question de celui qui est préféré par l'enfant est un vrai sujet. Donc ça, c'est un peu psy. C'est pas très paritaire, le 1 et 2, là. Mais je me demande si on ne pourrait pas mettre parent 1 et parent 1. Donc je soumets ça à votre sagacité. Après, évidemment, c'est pour tenir compte de l'homoparentalité, c'est pour tenir compte de l'évolution des mœurs dans lesquelles nous nous trouvons. Donc moi, je trouve que c'est une évolution assez irréversible et que Christiane Taubira avait dit que ça ne se ferait pas. Bon, peut-être qu'elle avait d'autres choses à assumer plus urgentes à l'époque. Moi, je trouve que voilà, ça ne me choque pas. Je suis prête à être parent 2, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Il faudra qu'il y ait une discussion là-dessus au sein des couples. Mais je pense qu'il y a un truc où il faudrait que ça ne se passe pas trop en loose day, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut là-dessus argumenter, il faut être prêt à débattre, de façon à ce que ça ne soit pas présenté comme une mesure technique. Il y a eu des réactions au propos de Véronique Reissoul sur le politiquement correct à Paris. Dr Sheldon, je vous donne les synonymes tels qu'ils sont. Paris seulement, point d'exclamation, vous plaisantez, tous les médias et les partis politiques de France et de Navarre ne font que du politiquement correct. Coluche et Desproges, encore vivants, passeraient leur vie au tribunal. Je suis d'accord avec lui, je disais juste parce que vous posiez la question sur Paris, mais sinon, oui. Absolument. Hervé Nathan, vous trouvez ces initiatives de la mairie de Paris ou ces projets ça devient confus. Autant, moi, je pense qu'il y a... Je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'il y avait un vrai débat sur la réédition de Céline, parce que d'abord, il n'y avait aucune urgence à le faire. Il y avait une opération qui était une opération commerciale pour se faire un petit peu plus d'argent sur un peu de gratte sur ce qui restait de Céline, voilà, sur des écrivains. On a déjà eu ce débat-là ici, donc ma position est connue. Je pense que ça... C'est la littérature. Oui, non.
Non, c'est pas de la littérature, c'était de l'injure raciale à l'état pur. Par ailleurs, ça tombe encore sur le coup d'une loi de la République quand même, et qu'il faut bien appliquer, qui sont les lois qui interdisent les injures raciales, etc. Si vous lisez ça, ça tombe forcément sous le coup, sauf à mettre 1000 pages de notes devant, derrière, au-dessus et en dessous. Les 1000 pages existent puisque c'est le livre de Taguieff sur Céline antisémite, très connu, que je conseille de lire à tous ceux qui pensent qu'on peut rééditer Céline. Il faut lire d'abord Taguieff, et après il faut... Voilà. Alain c'est très différent. Alain, c'est un petit peu différent. En tout cas, c'est différent. C'est des écrits qui n'étaient pas destinés à être publiés. Voilà, vous voyez, c'est un journal intime. Il est publié, on s'aperçoit a posteriori que le type était antisémite. Bon, ben d'accord. Si ça avait été su en 94, peut-être qu'il n'aurait pas eu sa rue. Et voilà, maintenant, est-ce qu'il faut l'enlever? Il faut surtout trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ce sera plus intéressant. Je préfère un débat pour savoir qui il faut mettre à la place, éventuellement. Par ailleurs, il n'a pas non plus laissé une trace extraordinaire dans la philosophie. C'est pas, voilà. Donc ça peut se discuter, mais je pense que c'est très, voilà, c'est Céline et Alain, c'est pas le même débat, c'est pas la même place dans l'histoire française, en tout cas de l'antisémitisme français, c'est pas du tout la même place. Ça se compare pas du tout. Je n'ai pas lu les écrits antisémites d'Alain, donc je ne peux pas vous dire si c'est littérairement supérieur à Céline. En tout cas, ce que je sais, c'est que Céline, ce n'est pas possible. Voilà, nous ouvrirons le débat sur leur qualité littéraire respective dans un autre point de vue. Sur les prénoms, pardon. Alors voilà, vous avez 20 secondes parce que on sent sur personne. Je ne suis pas sûr. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est surtout de la com. Là aussi, c'est de la com. C'est-à-dire qu'en fait, le vœu n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément appliqué par l'administration municipale. Moi, j'ai compris, je pense que je suis un vieux jacobin, je crois que les officiers d'état civil, ils appliquent en la matière non pas les instructions de la mairie, mais les instructions de la République. Et donc on attendra que le ministre de l'Intérieur fasse paraître un décret d'application de la loi Taubira qui dise on fait par an 1, par an 2, avant d'en discuter vraiment, parce qu'à mon avis, pendant que ça, Madame Simonet, qui est du front de gauche, a trouvé un moyen de faire parler d'elle comme Monsieur l'autre avait réussi à faire parler de lui. Pour tout savoir sur ce sujet, vous vous reportez à l'article du Figaro.fr qui lui est consacré, dans lequel on explique qu'effectivement la mairie de Paris travaille sur le changement des documents qui relèvent de sa responsabilité sur ce sujet. Ils n'ont pas l'intention de supprimer la fête des pères et des mères. Eh bien, nous verrons, cher Daniel Biadan. Vous savez, l'imagination d'Anne Hidalgo est peut-être sans limite. En tout cas, point de vue, c'est fini pour ce soir. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver lundi soir, même heure, même endroit. Merci beaucoup et bon week-end.